Bientôt, tu pourras te rendre là où tu as voyagé seulement dans ton imaginaire. Le Pérou se prépare pour que tu te sentes en sécurité, en confiance, protégé. Depuis des années, nous transformons la distance en art, avec le plus grand soin du détail, car nous savons que chaque effort en vaut la peine. Nous avons appris à construire des ponts pour nous sentir plus proches, en unissant nos chemins, peu importe à quel point nous sommes éloignés. Prends un souffle et profite d'un pays qui vit en harmonie avec la nature et l'univers depuis plus de 5000 ans. Désormais, tout ce qui nous rend plus grands nous permettra de t'accueillir à nouveau, parce que nous rêvons aussi de te revoir et nous nous préparons pour que ce moment soit spécial. Bonjour, madame et monsieur. De la part de Prom Peru France, je m'appelle Joseph Arroyo. Je suis guide professionnel de la ville de Cusco et je vous donne la bienvenue à cette webconférence qui a été faite spécialement pour les amis de Fitur Voyage. Comme vous le savez, le Pérou, il s'agit d'un pays qui est placé en Amérique du Sud, un pays qui est vraiment très, très riche, surtout pour son emplacement géographique. Alors, le Pérou, il est composé par 3 régions naturelles, comme vous pouvez observer ici et sur la photo, représentées par la forêt amazonienne, la cordillère des Andes et la côte désertique. Le 60% du territoire du Pérou est représenté par la forêt, donc les 30% par la cordillère des Andes et les 10% par la côte désertique. Par rapport à la population, est tout à l'envers, parce qu'une tiers de la population péruvienne habite sur la côte, puis après sur la cordillère des Andes, et finalement, la partie la moins peuplée, c'est la forêt tropicale. Donc, au Pérou, nous avons plus de 32 millions d'habitants, et nous avons 3 langues officielles. Donc, le plus parlé, bien évidemment, c'est l'espagnol. Ensuite, des langues originaires comme le quechua et l'aymara, qui sont surtout parlées sur la cordillère des Andes, dans la partie sud du Pérou. Alors, il faut connaître un peu sur l'histoire de mon pays. Comme vous le savez, le Pérou, il s'agit d'un pays très riche en culture. Pour cela, nous avons ici un cadre chronologique où on vous montre justement les différentes civilisations partout au monde. Et comme vous voyez, nous avons l'origine de la première civilisation au Pérou qui date des 2627 ans avant Jésus-Christ. Pratiquement, nous sommes le 4e pays donc, au monde où ça a commencé donc la civilisation après la Mésopotamie, l'Égypte et l'Inde. Donc ça c'est vraiment très important pour avoir une idée de la richesse donc du pays. Alors dans cette photo, vous pouvez observer surtout donc une évolution chronologique de les différentes civilisations qu'on a eues au Pérou. Depuis le premier, donc 3000 à 1800 ans avant Jésus-Christ, la civilisation Caral, que c'est une civilisation qui était découverte seulement l'année 2000 et qui est placée à 60 km au nord de la capitale du Pérou, Lima, sur la côte péruvienne, en passant par les plus importantes, comme les Chavans, Paracas, les Nazca, les Huaris, donc les Mochica, les Chimú, et bien sûr, les Incas. Et justement, aussi, on marque l'arrivée des Espagnols, marquée par la conquête européenne, donc là vers les 1532. Oui, donc cette évolution des différentes civilisations montre un pays vraiment riche parce que c'est vrai que la plupart des gens pensent qu'au Pérou, on a eu que les Incas, que c'est la civilisation la plus connue, mais bien évidemment, nous avons eu plusieurs civilisations avant eux, avant les Incas. Donc juste, on vous montre cet cadre pour avoir une idée de la richesse culturelle que nous avons. Alors, on va commencer par
par la ville capitale, Lima. Lima, c'est la seule ville capitale qui est placée au bord de l'océan. Et parmi tous les pays de l'Amérique du Sud, donc Lima, c'est la seule capitale du pays placée au bord du Pacifique. Actuellement, c'est à Lima où nous avons plus de 9 millions d'habitants. Et une ville qui a grandi pratiquement depuis les années 70, 80, 90, surtout pour la migration des gens de la cordillère des Andes vers la côte. Une ville qui, à ce moment-là, donc a un développement très important au niveau économique. Sur la photo, vous pouvez apprécier un des quartiers les plus importants que nous avons, le quartier de Miraflores, donc sur la côte verte. Oui. Alors là, nous avons justement une autre photo de ce même quartier qui nous montre justement la modernité de ce quartier. Mais Lima aussi, c'est une ville très historique, très connue comme la ville des rois, qui était fondée par le célèbre espagnol Francisco Pizarro, hein, le 18 janvier donc, au XVe siècle. Et cette ville était fondée et là, nous pouvons observer justement tous ces bâtiments qui sont d'origine. Lima, c'est une ville classée aussi comme patrimoine par l'UNESCO, donc un centre-ville qui conserve encore cette architecture intacte avec tous ces beaux balcons travaillés en bois d'influence aussi mauresque. Alors, quelque chose de très important de mon pays, c'est que depuis pratiquement l'année 2012, nous, on a fait partie d'une compétition donc, parmi tous les pays du monde auxquels nous avons gagné justement le titre de la meilleure destination culinaire au monde. Et la cuisine péruvienne maintenant a devenu vraiment justement quelque chose très important pour la plupart des visiteurs qui viennent au Pérou. Et c'est surtout grâce à toute cette influence que nous avons eue des différentes cultures qui sont émigrées pendant le 15e, 16e siècle, et bien évidemment grâce à l'immense quantité des produits endémiques du pays qui fait que la cuisine péruvienne soit considérée justement comme une des meilleures au monde. Donc le célèbre ceviche, et les célèbres desserts, et puis et différents plats qui représentent la côte, la forêt et la cordillère des Andes. Actuellement, on peut faire même des circuits gastronomiques, pas seulement à Lima, sinon partout au Pérou et auquel nous avons aussi parmi les meilleurs restaurants du monde qui sont placés dans différentes régions au Pérou. Donc ça, c'est quelque chose vraiment important pour notre pays. Alors, on va commencer ce voyage, cette découverte de mon pays. On va le faire par une région très importante, c'est la région de Ica. Vous pouvez observer justement sur la photo la partie en rouge, il est placé à la partie sud de Lima, où nous avons une réserve très importante appelée la réserve de Paracas, où on trouve les célèbres îles Ballestas. Et vraiment, c'est une réserve riche au niveau de biodiversité. Nous avons une faune marine importante. Et on peut apprécier justement les célèbres lions de mer, les otaries, très célèbres pour les pingouins de Humboldt, parce qu'il faut savoir que le Pérou il est baigné par les courants d'eau froide appelés Humboldt qui viennent du sud au nord, qui permet justement cette richesse donc dans l'océan Pacifique, mais très connu aussi parce que pas loin des îles Ballestas, nous avons les célèbres lignes de Nazca. Oui, alors les mystérieuses lignes de Nazca, que seulement on peut l'apprécier en faisant un petit survol, donc est possible justement survoler et observer ces gigantesques lignes qui représentent différentes divinités anciennes de la culture Paracas, une culture qui était développée sur la côte désertique du Pérou. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment un mystère, justement l'origine des lignes de Nazca, mais la plupart des scientifiques assurent qu'ils représentent des anciennes divinités dans lesquelles les Nazca ils sont représentés les
colibri, le songe, le chien, la baleine, entre autres. Oui. Alors là, on commence à descendre encore un peu plus et aussi on va commencer à rentrer vers une région qui est près déjà de la cordillère des Andes. Il s'agit de la région de Arequipa. La région de Arequipa, c'est la 12e région la plus importante du Pérou en population après Lima. Donc plus d'1 million d'habitants seulement dans la ville d'Arequipa. Alors cette région est très connue surtout par la chaîne volcanique qui entoure cette ville et par les vallées très fertiles que nous avons là. Justement, sur la photo, vous pouvez apprécier justement ces 3 volcans qui vont protéger la ville d'Arequipa, des volcans qui dépassent les 6000 mètres d'altitude, comme le célèbre Misti, le Chachani, le Pichu Picchu. Actuellement, il y a énormément de personnes qui ont déjà fait l'ascension au sommet de tous ces volcans à plus de 6000 mètres d'altitude et qui autrefois étaient considérés comme des anciennes divinités par les personnes qui vivaient dans la période précolombienne. Oui? Mais la ville d'Arequipa est très importante et très imposante, surtout pour sa architecture. Là, vous observez une photo de la place principale et de la cathédrale de la ville d'Arequipa, très connue par la ville blanche. Actuellement, la plupart des gens, ils assurent qu'on l'appelle la ville blanche à cause de la tuffe volcanique. Il s'agit d'une sorte de pierre, comme vous le voyez là, qui est employée pour la construction des maisons. Donc, la plupart des façades de la ville d'Arequipa, ils ont tous cette couleur magnifique. Donc, la cathédrale et les bâtiments au centre-ville. Mais il paraît qu'on l'appelle la ville blanche à cause de la couleur de la peau des gens, parce que c'était la seule ville du Pérou où on a eu une grande colonie espagnole après donc l'indépendance du Pérou. Sûrement jusqu'à maintenant, et on ne va pas savoir vraiment l'origine de pourquoi on l'appelle la ville blanche, mais maintenant, on pense que c'est justement à cause de la tuffe volcanique ou la pierre qui décore les maisons. Donc, dans la ville d'Arequipa, nous avons un célèbre monastère, le monastère de San Cataline, une véritable ville dans une ville. Alors, un monastère qui date justement du XVIIe siècle. Et à différence des façades des couleurs blanches, le monastère de Santa Catalina se caractérise surtout pour toutes ces couleurs magnifiques en rouge, en bleu, les patios et tout ça. Alors, on peut se promener à l'intérieur sans aucun problème en observant justement tous les anciens cloîtres de l'ordre dominicain, que c'était l'ordre justement que jusqu'à maintenant, nous l'avons dans la ville d'Arequipa. Alors, il paraît qu'autrefois, la ville d'Arequipa, il était comme ça, très, très, très coloré. On dirait des villes du sud de l'Espagne, parce qu'on a une énorme influence mauresque aussi, donc dans le Pérou et surtout dans cette ville. Oui, alors on peut faire aussi des visites pendant la nuit avec un charme complètement différent. Nous avons une riche collection de peintures de l'école des beaux-arts du Cusco, très célèbre au Pérou, et on peut se promener parmi les rues. Donc c'est vraiment comme on se promener dans une ville qui est à l'intérieur d'une autre ville. Oui. Et dans la même région, dans la région d'Arequipa, nous avons un canyon très, 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 très connu, donc le célèbre canyon du Colca, avec ses plus de 3400 mètres de profondeur et considéré parmi les canyons les plus profonds du monde, dans lesquels on peut apprécier le survol de cet oiseau majestueux, un des plus grands et les plus lourds du ciel, le condor. Oui, le condor, c'est un oiseau qui fait 3 mètres d'envergure. Alors, c'est un oiseau qui appartient à la famille des charognards. Et il est surtout caractéristique de l'observer avec une collerette blanche. Et la plupart des visiteurs qui vont au canyon du Colca, ce n'est pas seulement pour observer la beauté du paysage, sinon surtout pour observer le survol de cet oiseau. Donc, imaginez, donc à plus de 3400 mètres d'altitude, et en observant surtout
la profondeur du canyon. Alors, dans la même région, nous avons une réserve très importante. C'est la réserve nationale des Salinas, donc qui est juste derrière tous ces volcans qui protègent la ville d'Arequipa, dans lesquels on peut avoir une flore et une faune très particulières. Comme vous pouvez observer sur la photo, nous avons donc un petit troupeau de vigognes. La vigogne fait partie des camélidés. Comme vous le savez, au Pérou, nous avons 4 camélidés différentes, donc le lama, le alpaca, la vigogne et le guanaco. La vigogne est très importante parce que c'est l'animal représentatif du Pérou. Nous l'avons sur le blason du Pérou. C'est un animal qui est toujours en état sauvage et nous, on le protège. Il est protégé par l'État péruvien, donc dans lequel sa fibre au salène est considérée comme une des fibres les plus fines du monde, qu'actuellement, justement, il est traité par les communautés qui habitent dans toutes ces réserves. Donc la vigogne, on dirait une gazelle parce qu'il est très fin, il est très fine, mais quand même, il peut courir à plus de 45 km par heure et il habite seulement à plus de 4000, de 3000 mètres d'altitude. Mais nous avons aussi un oiseau que vous pouvez observer là sur la photo, le célèbre flamant rose péruvien, appelé flamenco, donc que le célèbre libérateur argentin San Martin, c'est lui qui a fait l'indépendance du Pérou, et il paraît qu'il a rêvé avec ces oiseaux-là pour s'inspirer et pour faire le drapeau de notre pays. Donc, ce sont des flamants roses que nous, on peut l'observer lorsqu'on traverse cette réserve. Et une plante préhistorique incroyable, on l'appelle la jareta, cette plante qui pousse à plus de 4000 mètres d'altitude et qui aussi on peut l'observer justement dans cette réserve, dans la réserve nationale des Salinas, dans la région de Arequipa. Alors, on descend encore plus au sud, on est déjà presque à la frontière du Pérou, entre le Pérou et la Bolivie, et nous avons une région de l'eau plateau, la région altiplanique du Puno. Puno, c'est une région qui abrite le lac le plus haut du monde, le célèbre lac Titicaca. Alors, le lac Titicaca, que c'est le lac le plus haut du monde, placé à 3800 mètres d'altitude, avec un paysage très imposant. Et lorsque nous, on visite justement cet lac avec les groupes de touristes, les gens n'imaginent même pas trouver une riche fleur à plus de 3800 mètres. La plupart des gens, ils me disent que ça ressemble beaucoup donc à des paysages du Méditerranéen parce qu'il y a des arbres, des fleurs, donc imaginez à 3800 mètres d'altitude, mais surtout très connu pour les célèbres îles flottantes, les îles flottantes des Uros. Il s'agit d'un système des îles qui sont construits avec du roseau, donc qui flottent et où les gens vivent et qui accueillent justement à tous les visiteurs. Et c'est un système des îles qu'il faut les renouveler tout le temps. Et donc, c'est une civilisation qui habite là, la civilisation Uros, qui ça date, imaginez, du 14e, du 13e siècle. Oui. Alors, pas loin justement de la région de Puno, nous avons la nécropole de Sillustani. Alors, c'est un système de tours funéraires qui appartenait à une civilisation pré-inca, la civilisation Collao, très imposante parce que ce sont des tours funéraires qui dépassent les 20 mètres d'auteur. Donc, certains, ils sont parfaitement bien conservés, comme vous pouvez observer sur la photo. Alors, il s'agissait des tombes dans lesquelles on enterrait les grands seigneurs Collas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et bien sûr, c'est un site qui était réoccupé plusieurs fois, même jusqu'à l'actualité. Oui. Alors, Puno, la région de Puno est très connue aussi pour une festivité très importante, la festivité de la Vierge de la Chandeleur, et elle est très liée justement
à la fête du carnaval au mois de février aussi. Alors, imaginez une fête religieuse catholique qui est accompagnée par plus de 350 danses différentes. Et pour cela, la région de Puno est considérée comme la capitale folklorique du Pérou. Et la plupart des visiteurs, ils restent vraiment époustouflés par cette beauté au niveau du travail dans les masques dans lesquels représentent justement des personnages un peu mythologiques, donc de la région altiplanique, comme la célèbre Diablada, la représentation du diable, ou la représentation des esclaves noirs, comme vous pouvez l'observer de l'autre côté, dans lesquels justement la couleur, c'est toujours la plus importante, non? Et on l'a toujours au premier plan. Donc, il s'agit des groupes de danseurs de plus de 100-200 personnes qui font partie justement d'une seule danse et qui commencent à danser partout dans la rue. Il s'agit d'une véritable fête populaire dans toute la ville et est possible justement de s'en aller à la région de Puno pendant le mois de février. Oui. Et donc, on va arriver dans la région la plus importante, la région du Cusco. Donc, la région du Cusco, considérée comme le nombril du monde. Et il paraît qu'on l'appelle comme ça parce qu'autrefois, la ville de Cusco, donc ma ville, on ne l'appelait pas Cusco, on l'appelait Cosco. Et Cosco, c'est un mot quechua, le quechua, la langue des Incas, ma langue maternelle aussi, qui ça veut dire nombril du monde. Donc là, nous avons une très belle photo du centre-ville, de la place principale. Actuellement, c'est une ville dans laquelle on trouve un beau mélange d'architecture entre l'influence coloniale avec tous ces beaux bâtiments catholiques, mais aussi on trouve encore donc tous les vestiges incas. Donc, justement, Cusco fait partie des destinations safe travels et dans lesquelles on peut trouver donc la ville même, la vallée sacrée, bien sûr, Machu Picchu. Nous avons déjà 35 lieux touristiques qui sont en pleine opération et qui vous attendent avec les bras ouverts. Donc, parmi les sites les plus importants qu'on visite dans la ville de Cusco, nous avons le célèbre Temple du Soleil, très connu comme le Coricancha. Coricancha, un mot quechua qui ça veut dire l'enceinte dorée. Et comme vous le savez, l'or pour les Incas représentait la sueur du soleil, oui, très, très, très poétique. Et les Incas, ils l'utilisaient très souvent pour le décor de la plupart des temples. Là, nous avons une très belle photo donc, dans un couvent catholique, mais si vous voyez, nous avons encore dans les soubassements des vestiges incas et comme les photos que vous observez aussi, donc qui sont parfaitement bien conservées et tous ces beaux murs avec une jointe parfaite que jusqu'à maintenant étonne à la plupart des archéologues, à la plupart des scientifiques et justement à les touristes qui visitent la ville de Cusco. Nous avons aussi un site très important qui est aux alentours de la ville de Cusco. Il s'agit du site de Sacsayhuaman, une grande forteresse inca avec des pierres cyclopènes qui dépassent les plus de 100 tonnes. Donc là, nous avons seulement un 20% de cet ancien temple inca, mais ces 20%, ça étonne encore à la plupart des visiteurs. Alors, il paraît qu'à l'esplendeur inca, Sacsayhuaman, il portait des parois qui dépassaient les 10 et les 15 mètres d'auteur. Aujourd'hui, ces parois, ils ont des 6 mètres d'auteur, mais les pierres sont tellement gigantesques que un groupe de 300-400 personnes, ils ne pourraient même pas bouger un seul bloc. Donc, c'est vraiment incroyable la façon de comment mes ancêtres, ils ont fait ce travail justement pour ajuster les pierres et pour les monter unes sur les autres. Oui. Alors, on s'en va à la vallée sacrée des Incas. Et la vallée sacrée des Incas, qui est justement très connue par tous ces différents sites. Et le site de Pisac, que vous le voyez aussi sur la photo, qui est placé sur la crête d'une montagne à 3500 mètres d'altitude.
et surtout très connu par ses nombreuses terrasses qui descendent sur plus de 1200 mètres de dénivelé. Alors, la culture en terrasse au temps des Incas était très importante parce que l'agriculture, c'était la principale activité économique de cette civilisation. Pareil, à côté, nous avons la célèbre forteresse de Ollantaytambo, aussi dans la vallée sacrée, qui s'impressionne surtout, pareil pour les terrasses et pour les grands blocs de pierre de plus de 40 tonnes qui sont à la partie supérieure. Et nous avons deux sites aussi très intéressants, un appelé Moray. Il s'agit d'un système de terrasses circulaires. C'est en fait les seules terrasses circulaires que nous avons dans le Pérou et dans la région. Il paraît qu'il s'agissait d'un ancien laboratoire agricole. Et à côté, nous avons quelque chose qui sort dehors du sentier battu, donc les salines des Maras. Donc, il s'agit des mines du sel qui sont exploitées jusqu'à nos jours et qui appartiennent à plus de 400 familles. Et lorsqu'on visite les salines des Maras, on peut observer la façon de comment les gens travaillent encore le sel. On dirait de la neige, mais ce n'est pas la neige, donc c'est le sel gemme, cette sel des montagnes qu'il exploitait dans les salines des Maras. Oui. Alors, bien sûr, nous avons la cerise sur le gâteau. Alors, le Machu Picchu. Comme vous le savez, le Machu Picchu, il s'agit de le site le plus important du Pérou. Alors, cet site sacré du tombe des Incas, il était découvert qu'en 1911 par un scientifique américain appelé Hiram Bingham, tout complètement caché dans la forêt tropicale. Il est placé à 2400 mètres d'altitude, donc il est beaucoup plus bas que la ville de Cusco. Et pour s'en aller à Machu Picchu, nous avons seulement deux façons de le faire, soit à pied, par le célèbre chemin des Incas, pour un chemin qui prend 4 jours de marche, ou sinon par le train, que c'est le seul moyen de transport que nous avons pour s'en aller à Machu Picchu. Lorsqu'on arrive à la partie haute, on peut avoir cette vue magnifique. Donc, Machu Picchu, il s'agit d'un véritable complexe archéologique qui est divisé en différents quartiers, en différents temples. On peut se promener facilement à l'intérieur. Aujourd'hui, justement, grâce à les différentes règles que le ministère des Cultures a disposé, on peut entrer seulement avec un groupe de maximum 8 personnes, donc 7 visiteurs accompagnés par un guide touristique qui va vous montrer donc toute la citadelle de Machu Picchu pendant à peu près 3 heures de visite guidée donc sur le site archéologique. En face de la citadelle, vous voyez, nous avons une très belle montagne, c'est la montagne de Huayna Picchu, et sur la même montagne, il y a aussi des constructions. Donc, alors là, on peut observer la haute qualité de l'ingénierie Inca, et c'est surtout un exemple vivant de la sagesse et du génie Inca au monde. Donc, bon, en fait, le temps est très court. En 20 minutes, je ne peux pas vous montrer toute la richesse de mon pays, mais le Pérou, c'est un pays qui va vous attendre toujours avec les bras ouverts. Et c'est le seul pays avec justement ces 3 régions naturelles, donc la côte, la montagne et la forêt. Merci à tous les amis des Fitur Voyages, parce que cette exposition était faite pour eux. Merci. Un gros bisou depuis le nombril du Cusco.